Bonjour à tous. Les invités que je reçois aujourd'hui ont vécu l'impensable, la mort inexpliquée de leur bébé. Chaque année en France, près de 500 enfants en bas âge décèdent de la mort subie du nourrisson. Cet après-midi, Anaïs, Alban, Michaela et Mélanie vont revenir sur l'épisode le plus douloureux de leur vie. Ils vont aussi nous expliquer comment ils vivent aujourd'hui avec une si grande absence. Bonjour Anaïs et Bonjour. Alban. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pourquoi avez-vous eu envie de venir témoigner aujourd'hui ? Alors moi, quand Louise est décédée, j'ai passé mes journées entières, mes nuits entières à chercher sur des forums des mamans à qui c'était arrivé. J'avais besoin de témoignages d'espoir. Pour moi, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Et aujourd'hui, si ça peut aider ne serait-ce qu'un couple, bah voilà, j'espère être vue et j'espère montrer que on s'en sort. Elle avait quel âge, votre petite fille ? Elle allait avoir 6 mois. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Ça s'est passé le 22 mars 2014. Vous en êtes où depuis ? Alors depuis, après le décès de Louise, je suis tombée enceinte 2 mois après. J'ai eu des jumeaux qui ont 1 an aujourd'hui, donc Jules et Alcé. Et quand Jules et Alcé avaient 4 mois, je suis tombée enceinte à nouveau. Et donc une petite fille qui est née cette année, le 18 mars, et qui s'appelle Romane. Et c'était pour vous un impératif de retomber enceinte tout de suite ? Il n'y avait pas d'autre issue. J'ai mis la pression à Alban. C'était mon seul moyen de m'en sortir, c'était de retomber enceinte tout de suite. Et comment allez-vous psychologiquement aujourd'hui ? Ça va mieux. C'est toujours difficile d'en parler, mais ça va mieux. Et j'ai remis de la vie dans ma vie. J'ai des enfants. Je suis une maman angoissée en permanence, mais ça va mieux. Et vous, Alban ? Moi, c'est un petit peu la même chose, effectivement. Voilà, moi, je suis venu ici, effectivement, pour accompagner d'une part Anaïs. Je ne suis pas trop télé à la base. Mais voilà, je pense que c'est important de témoigner pour, effectivement, potentiellement aider des familles qui cherchent des réponses, qui, peut-être pour légèrement, du moins, les orienter. Vous êtes quel genre de papa, vous, aujourd'hui ? Papa poule, ça c'est sûr, mais un papa angoissé aussi. Maintenant, je relativise certainement un petit peu plus qu'Anaïs. Voilà, je me dis que chaque chose est écrite et donc voilà, faut vivre normalement et voilà, continuer. Bonjour à vous, Michaela. Je vous posais la même question qu'à Anaïs. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir partager avec nous votre expérience ? Pour ma part, c'est plus égoïste, je dirais, parce que ça me permet de parler de mon fils, Ronan, qui est décédé à l'âge de 2 mois et demi, il y a maintenant environ 7 ans. Et je n'ai plus l'occasion de parler beaucoup de mon fils aujourd'hui. Donc, du coup, c'est... Donc, votre fils était l'un de vos 2 jumeaux ? Oui. Donc, c'est mon 3e enfant. Donc, Yann, d'abord, qui avait 2 ans et demi quand les jumeaux sont nés. Puis Selma et Ronan. Donc, les voilà tous les 3. Donc, une épreuve qui vous a complètement anéanti. Vous avez mis combien de temps à pouvoir refaire surface ? Je dirais environ 3 ans. J'ai pas pu travailler. Je suis restée à la maison avec Selma, du coup. Et c'est seulement quand Selma a commencé l'école que moi, j'ai pu me réengager dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Et puis, à vos côtés, il y a Mélanie. Bonjour, Mélanie. Alors, la raison de votre présence ici cet après-midi est un petit peu différente. Vous avez perdu un enfant dans les mêmes circonstances que nos autres invités, Esteban. Il avait 1 mois et 10 jours lorsque vous l'avez retrouvé dans son lit. C'était le 24 décembre 2012. Depuis, Michael, votre compagnon, n'est plus le même, à tel point que vous ne savez pas si votre couple parviendra à surmonter cette épreuve. Est-ce que, ensemble, vous arrivez à évoquer la disparition d'Esteban ? Non. C'est un mur. Et on dirait que ses sentiments se sont éteints.
C'est très... Il y a le Mika souriant d'avant. Et maintenant, c'est plus du tout le même. C'est très compliqué. Ouais. Jamais vous n'en avez parlé ensemble? On a été très, très soudés les premiers mois. Mais après, non. Petit à petit, il s'est effacé. Il a tout gardé pour lui. C'est son corps qui a parlé, qui parle maintenant. Son corps? Oui. C'est-à-dire? Maintenant, il a le problème d'estomac. Il s'est fait opérer. Il va se faire opérer d'une hernie hiatale. Alors, il était en très bonne santé avant. Et le fait, je pense, de ne pas en parler... J'espère que les témoignages des parents qui sont sur ce plateau vous apporteront quelques réponses. J'imagine que ça n'a pas été simple à vivre, ni individuellement, ni en couple. Vous nous direz comment vous avez traversé cette épreuve. À nos côtés, Frédéric Farigou, notre psychothérapeute de couple. Et Gérald Kierzek, notre urgentiste. Bonjour à vous deux. J'imagine qu'après un drame comme celui-là, c'est fréquent qu'un couple soit fragilisé. Oui, c'est tellement fréquent qu'il arrive que le couple, ça sonne le glas du couple aussi. C'est-à-dire que le couple, ne pouvant pas partager cette souffrance, on arrive à une distance telle qu'il y a de l'incompréhension, il y a de la colère et il finit par y avoir des séparations. C'est pour ça que merci d'être là parce que c'est un traumatisme atroce de vivre la mort subite du nourrisson et c'est important. Les témoignages, c'est très aidant. Et vous le disiez, hein, vous êtes allé chercher sur des forums, mais d'autres couples vont dans des associations, se font aider parce que justement, c'est sortir de cette solitude dans laquelle on reste enfermé après une telle épreuve et de pouvoir entrevoir aussi l'avenir, de voir que c'est possible, qu'il y a un avenir possible. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a une différence dans la manière de vivre le deuil. On peut avoir, comme vous, besoin de beaucoup en parler ou alors de refouler complètement la souffrance et de se couper de ses émotions pour pas être en contact avec cette souffrance. Le problème étant qu'à un moment donné, effectivement, ça peut créer une réelle distance. Alors avant d'en savoir plus sur les différents témoignages de nos invités, docteur Kierzek, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on entend par mort subite du nourrisson ? C'est une mort inattendue. D'ailleurs, le vrai terme maintenant, c'est la mort inattendue du nourrisson. C'est une mort qui ne devrait pas survenir chez un enfant, chez un nouveau-né, entre 0 et 2 ans. C'est une définition un peu statistique, épidémiologique. Ça peut arriver si tard que ça ? Oui, ça peut arriver jusqu'à 2 ans avec un pic qui est généralement autour de 2 à 6 mois, qui est un peu malheureusement ce pic de mortalité, avec des causes qui sont très variées et des causes qu'on n'arrive pas à retrouver. Même si des examens sont faits, sont proposés systématiquement aux familles, dans 1 cas sur 10, on arrive à identifier une cause et dans 9 cas sur 10, il n'y a pas de cause identifiée. Donc d'où ce terme inattendu, d'où ce terme mort subite, parce que c'est une mort d'un enfant qui apparemment était en bonne santé et que d'un instant à un autre, il n'y a aucune pathologie. Dans 1 cas sur 10, on arrive à retrouver une cause respiratoire, une cause infectieuse, parfois une malformation cardiaque. Mais dans 9 cas sur 10, il n'y a aucune pathologie. On sait qu'il y a des facteurs de risque. On en parlera en termes de prévention parce que ça a fait de grands progrès là aussi. Il y a beaucoup de recherches. Mais en tout cas, il n'y a pas de cause, il n'y a pas une cause pour un décès. Alors, on parle de gestes à avoir, Alors oui, parce que beaucoup d'études ont essayé de chercher les causes, ont essayé de chercher les gestes préventifs. Et il y a notamment un geste qui a sauvé beaucoup de vies, c'est le fait de mettre les enfants sur le dos, que les nouveau-nés dorment sur le dos. Ça a diminué de 50 à 75% la mortalité des enfants. Pour quelle raison ? Donc ça permet de prévenir, probablement pour des raisons respiratoires. Dans les causes qu'on peut identifier, il y a la cause respiratoire et le fait que l'enfant dorme sur le ventre, malheureusement, eh bien, il n'a pas le réflexe, la maturité du système respiratoire et neurologique n'est pas encore formé et donc du coup il y a un risque d'asphyxie. Donc le fait de faire dormir sur le dos, c'est vraiment le réflexe qu'il faut avoir pour les parents. Les enfants doivent dormir sur le dos. Il y a d'autres réflexes également, le tabac, on en parle pour des raisons cancer du poumon, etc. Mais pour les enfants, pour les jeunes parents, pendant la grossesse ou pour les jeunes parents, le tabagisme actif et passif, c'est quelque chose qu'il faut vraiment supprimer parce que c'est un facteur de risque qui est prouvé également. Dormir avec son enfant, c'est pas une bonne idée parce que c'est un facteur de risque, toujours pour ces raisons mécaniques de risque d'asphyxie. Quand on dort, on risque de gêner la respiration de l'enfant. Donc que l'enfant dorme dans la même pièce, pourquoi pas, mais il doit avoir vraiment un matelas ferme et un lit séparé. Et le co-sleeping, comme disent les anglo-saxons, c'est vraiment quelque chose qui est un facteur de risque. Donc il ne faut pas que l'enfant dorme dans le même lit. Donc voilà, ce sont ces quelques éléments préventifs qui permettent de prévenir, mais encore une fois, ce n'est pas à 100%.
Ils dormaient dans quelle position, vos enfants? Sur le dos. Sur le dos. Toujours. Michaela? Ronan, quand il est décédé, on l'avait couché, il était sur le côté et il a basculé. Mon mari l'a retrouvé sur le ventre. Et vous? Moi, il Anaïs? était sur le dos aussi. Sur le dos. Ouais. Alors, malgré vos précautions, Anaïs, votre petite Louise est décédée un matin, alors que rien ne le laissait imaginer, quelques heures avant que cela ne se produise. Est-ce que vous étiez avec elle à ce moment-là? Non. Tous les vendredis soirs, ma mère l'a gardée, parce qu'on travaille le samedi. Donc elle était chez ma mère. Je l'ai appelée à 8h du matin pour savoir si tout allait bien, et elle allait très bien. Elle avait pris son biberon, elle avait fait son rot, tout allait bien, elle allait aller à la sieste. Et à 10h30, on m'appelait et c'était terminé. Donc c'était chez ma maman. On vous l'a dit comme ça au téléphone? Non. Qu'est-ce qu'on vous a dit? J'étais en état des lieux. Mon téléphone, quand je l'ai pris, il y avait une 50aine d'appels en absence. Sur mon répondeur, il y avait mon papa qui pleurait, il y avait Alban qui pleurait. On me disait de venir au plus vite, mais on ne me disait pas du tout ce qui s'était passé. Vous avez compris qu'il s'agissait de votre fille? Ben non, j'ai vraiment pensé que c'était ma maman, mais pas forcément Louise. Donc, mais en appelant l'agence à plusieurs reprises, vu que l'agence avait été contactée, enfin notre agence où on travaillait, l'assistante, elle était en pleurs. Je lui ai demandé si c'était Louise et elle m'a dit que oui, c'était Louise. Et je lui ai demandé si elle était morte et elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Donc, je suis arrivée, j'ai roulé le plus vite possible. Et en arrivant au coin de la rue de chez mes parents, il y avait les pompiers, il y avait des médecins, il y avait plein de voitures. Et Louise, elle était chez la voisine de ma maman, parce que ma maman, de panique en trouvant Louise, elle a été chercher de l'aide à côté. Donc, et quand on est arrivé, Louise, elle était sur une table et il y avait plein de médecins autour d'elle et des pompiers. Enfin, il y avait énormément de monde. Je me souviens je m'en veux beaucoup de ça. Hein. Je me souviens avoir lancé un regard très noir à ma mère, parce que je lui avais confié. Il ne voulait pas nous laisser la voir au début, Louise, et à force de crier, on m'a laissé rentrer dans la pièce. Et puis on l'a vue et je pense que j'ai dû regarder trop de films, mais moi je l'ai touchée, elle était chaude. Pour moi, elle pouvait que se réveiller. Un enfant chaud, il allait se réveiller. On s'est mis sur le côté et là, ça a été long. Ça a bien duré 45 minutes. Des fois, il y avait des bruits de machine, on se disait que le cœur, il reprenait, qu'il y avait quelque chose. Ils ont essayé de la réanimer pendant 45 minutes. Ça a été très très long. Mais petit à petit, plus personne me regardait. Donc, et je pense qu'avec Alban, on attendait qu'on nous dise que ce soit fini au bout d'un moment. C'était long, on s'en sortait pas et on s'est pas parlé, on est resté à regarder et à attendre et un médecin est venu nous dire que c'était fini. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez ce qui avait pu causer son décès? Pas du tout. Alors, elle a quand même été retrouvée sur le ventre, même si elle a été couchée sur le dos, mais c'est la semaine où elle se retournait. Donc, c'est les premières fois où ça faisait 4-5 jours qu'elle se retournait. La majorité des médecins disent qu'à partir du moment où un bébé sait se retourner sur le ventre, il sait faire le chemin inverse. Alors là, a priori, il s'est avéré qu'elle n'a pas su le faire. Michaela, j'imagine que le témoignage d'Anaïs et d'Alban fait écho au drame que vous avez vécu avec vos jumeaux. Donc ça s'est passé il y a 7 ans. Avant de donner naissance à Ronan et Selma en 2008, vous avez eu un premier garçon, vous me le disiez tout à l'heure, qui s'appelle Yann. Il est né, lui, en 2007. Est-ce que en 2006. Est-ce que tout s'est bien passé lors de ces grossesses? Non. Disons que j'avais beaucoup de mal à avoir un premier enfant. Donc j'avais fait plusieurs grossesses extra-utérines. Et nous avons eu recours à des fécondations in vitro. Et c'est comme ça que Yann, il est né en premier, donc en 2006. Et j'avais aussi l'hépatite de grossesse, donc une cholestase en fait qui me faisait démanger. Enfin, c'était pénible et j'ai été déclenchée. Il est né à combien de semaines alors? Lui, il est né à 37 semaines pile. Donc vraiment bien, pratiquement à terme. Par contre, donc, les jumeaux, j'avais pas du tout les mêmes angoisses. Donc ils sont arrivés, Ronan et Selma, un petit peu plus tôt que prévu? Oui, ils sont nés à 34 semaines, oui, pile. Ils se portaient comment à la naissance? Parfaitement bien. Ils ont eu 10 sur 10 en Apgar. Donc ils criaient, ils étaient vifs.
À quel moment votre vie a basculé? Alors, c'était le 19 janvier 2009. J'étais partie ce soir-là m'acheter un jeu vidéo pour me faire plaisir. Parce que la vie avec 3 enfants en bas âge, c'était dur et j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Et donc, je suis sortie quand mon mari est rentré. Il y avait Selma dans son petit parc qui était réveillée. Ronan qui avait eu son biberon et qui dormait toujours dans notre chambre, sur le côté, comme je l'avais laissé. Et puis Yann qui jouait et qui est venu faire des bisous à son papa. Donc je suis partie et en fait en sortant du magasin, j'ai appelé mon mari et il n'a pas répondu. Et donc je me suis mise en route, je me suis dit qu'il était occupé à changer une couche ou quelque chose. Et puis quand je roulais, le téléphone a sonné, donc j'ai regardé, c'était lui, et j'ai décroché alors qu'il ne faut absolument pas faire ça. Et tout de suite au téléphone, il me demande « mais t'es où ?» Limite, c'était panique en fait, la panique dans sa voix, et je lui dis « pourquoi ?» Et t'es où qui me fait? Et je lui dis où je suis et je me demande qu'est-ce qu'il y a. Et il peine à me dire, et vraiment il veut pas me dire. Et pour finir je lui demande si c'est Ronan. Et il me dit oui. Et pourquoi lui? Pourquoi vous avez pensé à lui? Je sais pas. Et là je lui ai demandé est-ce qu'il est encore en vie? Et là il me fait je ne sais pas. Donc à ce moment-là, j'ai failli sortir de la route. Et en même temps qu'on discutait, mon mari il faisait des gestes de réanimation de bouche à bouche à notre fils. Donc il posait le téléphone à côté de lui. Et de temps en temps, on se parlait. Et puis au moment où j'ai entendu des sirènes dans le téléphone, on a coupé. Donc quand je suis arrivée, il y avait 2 ambulances qui étaient garées en bas de l'immeuble. Et je me suis mise entre les ambulances et j'ai couru, j'ai pris l'ascenseur, pris les escaliers qui restaient. Puis je suis rentrée dans l'entrée. Et là, mon mari était là avec notre fils Yann. Et il a eu un moment de recul, comme si j'allais le frapper en fait. Et je l'ai serré dans mes bras et j'ai continué, j'ai lâché mes affaires et j'ai continué pour aller au salon. Et là, j'ai vu Ronan nu sur le canapé, avec plein d'aiguilles dans son corps, la fenêtre grande ouverte, alors qu'il faisait un froid vraiment très froid. Et à ce moment-là, les urgentistes, ils n'ont pas voulu me laisser approcher. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je me calme. Et je crois que j'ai dû répondre quelque chose du genre, mais comment ça me calmer? Comment vous demandez ça? Ça faisait déjà un moment qu'il faisait la tentative de réanimation. C'était en tout 45 minutes aussi, mais j'étais pas là dès le début. Et je pense que de toute façon, les urgentistes, ils savaient que c'était fini assez longtemps avant de nous le dire en fait. C'était plus pour nous, pour qu'on voit qu'ils fassent tout. 45 minutes, c'est un délai imposé, c'est-à-dire qu'il y a des chances de réanimer l'enfant? Il faut tout tenter, bien sûr, il faut tout tenter médicalement et puis il faut tout tenter, j'allais dire aussi psychologiquement, pour que la famille voit effectivement que tout est tenté, même si parfois, quand on arrive, et je ne sais pas dans le cas de votre fils, mais parfois on arrive dans des situations où on sait que l'enfant malheureusement est décédé, mais on ne peut pas ne rien faire. Donc il faut qu'on tente une réanimation au moins de principe. Et puis parfois, parce que le délai est très court, parce qu'on n'a pas d'idée depuis quand il est en arrêt cardio-respiratoire, bien sûr on tente tout et on tente tout d'autant plus que c'est un enfant et on va tenter beaucoup plus longtemps, d'où ce délai de 30 à 45 minutes. Et puis, alors, je comprends la maladresse, quand restez calme, madame, c'est probablement pas les mots qu'il faut utiliser parce que vous vouliez être là. Sauf qu'il fallait que techniquement l'équipe puisse s'en charger, lui donner toutes les chances. Et parfois, voilà, il y a des mots, et quand je disais que pour l'équipe, c'est aussi très compliqué, ce sont des situations qui sont inhabituelles. Techniquement, on est rodé à gérer en termes de réanimation, mais psychologiquement, on est impacté aussi par ces situations.
Vous avez pensé à quoi pour expliquer cette mort subite? Au début, rien, parce que mon mari, il a mis du temps à me dire déjà qu'il avait retrouvé sur le ventre. Donc enfin lui il le savait, et moi quand je l'ai su, aussitôt on a pensé qu'il s'était étouffé en fait. Et ça a été vraiment très pénible, l'attente des résultats d'autopsie qui disaient que non, il n'était pas mort d'étouffement. Donc il n'y avait rien dans ses voies respiratoires, il n'y avait aucune cause, et ça a été un grand soulagement. La culpabilité, vous disiez tout à l'heure, vous vous en êtes voulu parce que vous avez lancé un regard noir à votre mère. Comment on gère ça, la culpabilité? C'est très prégnant? On s'est posé toutes les questions, si on avait bien fait les choses. Lui, il a été militaire, je lui ai demandé 100 fois s'il avait tué des gens, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça nous tombe dessus, nous. On avait tout bien fait. Et on vit avec. Et je me suis posé beaucoup de questions. Hein. Si pendant ma grossesse, est-ce que j'ai pas fait des choses que j'aurais pas dû faire? J'ai mis de l'autobronzant une fois pendant ma grossesse. Est-ce que c'était ça? Mais il n'y avait pas de réponse. Je cherche une réponse. Moi, je cherchais longtemps. Hein. Et puis, on cherche toujours une explication. Donc voilà, on attendait cette explication qu'on a plus ou moins eue par la suite. Mais je pense que dans ce cas-là, effectivement, on n'attend que ça. Voilà, une explication. Mélanie, vous aussi, la culpabilité, ça vous a hanté? Oui, longtemps. Surtout que je m'étais levée une première fois dans la nuit pour voir si sa porte était fermée. Et je m'en suis voulu après de ne pas être rentrée, voir si lui allait bien. Donc oui, pendant longtemps, j'ai culpabilisé. Et je l'ai retrouvé dans son lit et je l'ai retrouvé, c'était beaucoup trop tard. Il était déjà froid, bleu et avec du sang par le nez. Donc on se dit de suite, il s'est pris un coup, il s'est pris quelque chose, mais rien quoi. Donc j'ai retrouvé comme ça et puis j'ai appelé de suite mon compagnon. J'avais mon neveu à la maison. Donc essaye de gérer que le petit ne voie rien. Dans ma tête, je me disais c'est un cauchemar, c'est pas possible. J'ai pas réussi à prendre mon fils dans mes bras. Donc mon compagnon a réussi, il me dit fais quelque chose. Donc essaye de gérer, comme je disais, mon neveu. Appelle les pompiers, appelle la voisine. Et voilà, j'ai réussi à avoir le SAMU au téléphone. J'ai essayé de faire un massage cardiaque. Mais la culpabilité, à ce moment-là, c'est plus fort que tout? Oui. Ce sentiment de culpabilité, Frédéric, qu'ont ressenti ses parents, ça doit être inévitable? Déjà inévitable, immense. Et en fait, je dirais que ça a une utilité aussi. Ça n'a tellement pas de sens, la mort d'un enfant qu'on a porté, pour lequel on s'est réjoui, qu'on a besoin de mettre du sens dans ce chaos que ça provoque, ce chaos indescriptible. Donc à un moment donné, on va chercher toutes les explications possibles et peut-être même se punir avec ces explications en se disant c'est de ma faute et inventer des choses qui peuvent être extrêmement rocambolesques aussi parfois. Moi j'ai entendu des choses terribles, on va chercher très très loin dans ce qui pourrait avoir comme l'autombronzant ou ce genre de raisons. Effectivement, on part dans un imaginaire très très destructeur, mais c'est une étape, la culpabilité. C'est une étape pour donner du sens au chaos. Et c'est pour ça que c'est important de franchir cette étape avec l'autopsie pour permettre de déceler peut-être une cause et puis de se faire aider aussi en couple et seul pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Que la nature reste sur certains points mystérieuse et qu'on ne peut pas tout contrôler malheureusement dans nos vies et qu'il peut arriver ce genre de drame et qu'on n'en est pas responsable. Donc ça c'est vraiment important de se faire aider pour faire ce travail-là, pour dépasser cette culpabilité. Elle ne sera jamais vraiment dépassée. Il reste toujours un fond de culpabilité, mais au moins ne pas continuer de se faire trop de mal avec ça et alléger ce poids-là. J'imagine que vous vous êtes fait beaucoup de mal avec ça, avec ce sentiment de culpabilité. À quoi ont ressemblé les jours qui ont suivi le décès de votre fille?
Elle est décédée un samedi matin. Du dimanche, on est allé la voir à la morgue, là où les parents sortaient balader leurs enfants. Nous, on nous l'a ramenée dans un berceau, elle était tellement froide. Et on est sortis, je suis allée tous les jours. Mais du lundi, il a fallu se dire, mais il faut organiser un enterrement, il faut appeler qui, notre vie, elle a basculé d'un coup. Du lundi, on était au pompe funèbre, puis on est allé voir un curé, on a organisé une messe, mais on ne se parlait pas beaucoup. En fait, il y avait beaucoup de monde chez nous, beaucoup de monde autour de nous. Le téléphone sonnait tout le temps, la porte de Louise, elle était fermée. Il y avait beaucoup de choses et on a fait un bel enterrement. Mais on va dire qu'à ce moment-là, Alban n'allait pas bien du tout. Et moi, je ne réalisais pas. J'étais en plein cauchemar. Je ne pouvais que me réveiller, ce n'était pas possible. Et donc, on a géré l'enterrement, j'ai souri, j'étais pas moi-même. Mais ça m'a rattrapée. Quelques semaines après, ça m'a rattrapée. J'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. Comment ça vous a rattrapé? Vous êtes tombé dessus un jour, vous êtes effondré? Au bout d'un mois, mes nerfs ont lâché complètement. J'ai fait une sorte de crise de nerfs. Il a dû appeler les pompiers. Et je lâchais pas sa photo et je devenais folle. Et il fallait qu'on me réexplique tout. Qu'elle était morte, que c'était fini, que c'était tout. Et j'ai commencé une thérapie par contre. J'ai été suivie par une psychologue après. Frédéric, comment on peut expliquer ce mois de... C'est quoi, c'est du déni? C'est le déni, c'est l'état de choc qui provoque un clivage dans le cerveau. Il y a une partie qui sait, mais qui enfouit la souffrance en lien avec ce choc et qui permet de fonctionner et puis de faire ce qu'il y a à faire. Et puis on sort du déni et effectivement, là, on réalise que l'enfant est mort et la souffrance vous submerge. La crise de nerfs, c'est ça. Vous avez été submergé par toute cette souffrance et cette douleur en lien avec la mort de Louise. Et votre mère, qui l'a gardée ce jour-là, elle se culpabilisait elle-même? Bien sûr. Elle a fait une crise de nerfs aussi. Hein. Le médecin a dû aller la voir, ils lui ont donné un cachet, je crois. Et on n'a jamais trop parlé de cette journée-là, elle et moi, mais elle sait en tout cas que je lui en veux pas. Mais sincèrement, je lui en veux pas. Je sais que c'était une mamie merveilleuse, je le vois encore tous les jours. Et elle a rien fait, c'est tout, c'était comme ça. Mais ma mère a beaucoup de mal, bien sûr. Je pense qu'elle s'en remettra, elle s'en remet même plus difficilement que moi. Alors, Cathy, votre mère a accepté de nous recevoir il y a quelques jours chez elle, avec beaucoup de pudeur. Elle est revenue sur la disparition de Louise et sur votre lien à toutes les deux. Regardez, c'est un témoignage très sincère. À Lers, dans le Nord. Bonjour Cathy. Bonjour. Est-ce que vous avez toujours voulu être grand-mère? C'était la chose que j'attendais le plus. Alors le jour où elle me l'a annoncé, c'était que du bonheur. Et quand j'ai vu Louise, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Anaïs a été épanouie. Elle avait une belle petite fille, elle était heureuse. Franchement, c'était plein de joie, plein de bonheur, quoi. Anaïs a dû reprendre le travail et je lui ai demandé si je pouvais avoir la petite le vendredi midi et jusqu'au samedi midi. Donc comme ça, je pouvais l'avoir une nuit pour moi et être à la maison avec elle. Mais elle souriait tout le temps, Louise. C'était un bébé très facile. Est-ce que vous pouvez me parler de cette journée du 22 mars 2014 ? C'était une journée comme les autres. C'était un samedi matin comme les autres, en fait. Elle s'était réveillée, il était 6h15. Elle avait bu son biberon. Elle était sage, j'étais dans le relax à côté de moi. Et puis à 8h30, je lui ai dit je vais la mettre à la sieste. Je la connaissais, c'était l'heure de sa sieste. Je l'ai montée couchée et puis je me suis lavée, j'ai rangé la maison un petit peu. J'ai commencé à regarder l'heure, il était 10h30. Je savais que Louise faisait des énormes siestes. Donc ce jour-là, je suis montée à 10h30 dans la chambre. Et puis voilà, j'ai retrouvé Louise dans le lit. Et je me suis effondrée, quoi. Je l'ai prise tout de suite dans mes bras. J'avais pas de téléphone ce jour-là. J'ai dû partir avec Louise dans mes bras chez la voisine à côté. Et tout de suite, on a appelé le SAMU, les pompiers. Je voulais m'en aller. Je pensais plus qu'à une chose, c'est que je voulais prendre sa place. J'étais anéantie, anéantie. Ma vie, pour moi, elle était finie. J'avais perdu ma petite fille, c'était la chose que j'adorais le plus. Et j'ai pas eu des bonnes pensées à ce moment-là, quoi, ce jour-là. Quand j'ai vu ma fille arriver, j'étais anéantie. Je savais pas comment l'affronter, comment réagir.
Et Anaïs est rentrée à la maison. Mais elle a dit, ben, j'ai déjà perdu une petite fille, je vais pas perdre ma maman non plus, quoi. Et puis après, ben, j'ai toujours été aux côtés d'Anaïs et Alban. Quelle est votre relation aujourd'hui avec Anaïs? Tout se passe bien, elle me raconte sa vie, je raconte la mienne. Et même, on parle souvent de Louise. Louise, c'est pas un sujet tabou chez nous. Louise fait toujours partie de notre vie. Anaïs est une personne très forte. Je suis très fière de ma fille. Beaucoup de gens, tous les gens qui la connaissent le diront. Elle est sensationnelle. Après, bien sûr, je suis pas objective puisque c'est ma fille. Mais c'est une mère courage et je l'aime du fond du cœur. Vous nous avez confié que vous ne parliez jamais en fait de Louise, oui, mais jamais de son décès. J'étais pas prête. J'étais pas prête à en parler et puis savoir si, je savais qu'elle avait été retrouvée sur le ventre, mais j'avais pas besoin d'en savoir plus. Elle a fait l'euro. J'avais peur de poser des questions et de recommencer à rechercher une cause. Donc on n'en parlait pas et puis ça fait pleurer ma mère et ça me fait pleurer moi. Donc Louise, on en parle tout le temps. J'en parle même beaucoup, tout le temps à tout le monde. Mais pas le 22 mars. Et c'est vrai que c'est en participant à l'émission, quand on a débloqué un petit peu le sujet, et il a fallu aborder certaines choses. Est-ce que je lui en veux? Elle m'a posé la question clairement. Est-ce que Alban lui en veut? Jamais elle ne vous l'avait posé cette question-là? Pas directement. Non, pas directement. Là, les mots, ils étaient vraiment là. Est-ce qu'on lui reproche quelque chose? Est-ce qu'on lui en veut? Est-ce qu'Alban lui en veut? C'est pas sa maman quand même. On pardonne facilement à sa maman. Lui, c'est pas sa maman. Donc, et voilà. Et on a reparlé un petit peu. Et je vais pas trop poser des questions sur le 22 mars. J'attendais de voir ce qu'elle avait dit. Et je sais qu'elle a tout fait bien. C'est une merveilleuse mamie. Et mes jumeaux sont chez elle en ce moment. Donc c'est que vraiment, elle a pas sans vouloir de rien. Mais voilà, Louise, on en parle, mais pas du 22 mars. C'est compliqué. Elle a dû se les poser souvent, ces questions-là, Oui. et elle a dû avoir envie de vous les poser souvent. Oui, mais en même temps, comme ça a dû être difficile pour elle de prendre sa place et d'être légitime dans sa souffrance, alors qu'il y a la souffrance immense des parents. Donc c'est compliqué de s'en parler, parce qu'effectivement, est-ce que ma souffrance est légitime alors que la souffrance est bien plus grande? Celle des parents est bien plus grande. Donc difficile de prendre sa place avec ça et d'aller chercher ses réponses et de vous poser les questions. Et je suis contente que l'émission ait permis que vous puissiez enfin aborder ces questions pour que ça ne fasse, même si vous avez une formidable relation, que ça ne soit plus tabou. C'est important pour franchir une étape aussi, pour ne pas rester avec ça. Michaëla, vous nous avez expliqué que la première année, l'année qui a suivi la disparition de Ronan, a été extrêmement pénible, éprouvante, douloureuse. Oui. Est-ce que vous avez réussi à vous soutenir avec votre mari? Oui. Alors, évidemment, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, parce qu'on n'était pas tout le temps en phase dans le deuil et puis dans la communication. Lui, il ne souhaitait pas du tout en parler au début. Moi, je souhaitais en parler. Je cherchais vraiment par tout moyen comment en parler. Je cherchais comment le faire vivre sur Internet, comment le faire vivre. Je voulais en parler. C'est assez classique, ça, Oui. comme réaction. Les hommes préfèrent ne pas en parler. Ben, c'est surtout que culturellement, ils n'ont pas appris à partager leurs émotions. Donc le réflexe, pour eux, sera plus à refouler la souffrance qu'à y mettre des mots. Les femmes sont plus habituées à mettre des mots sur leur vécu et du coup ont une palette émotionnelle bien plus large. Et ce qui fait qu'ils peuvent se trouver aussi, cette fermeture, c'est parce qu'ils se trouvent démunis aussi pour mettre des mots. Certains, pas tous bien sûr. Certains hommes développent cette palette émotionnelle. Mais culturellement, la plupart du temps, ils refoulent leur souffrance plutôt que de l'exprimer. Donc ce qui peut expliquer un décalage à un moment dans le couple à ce niveau-là. Mais on a réussi à surmonter ensemble et à continuer à vivre parce que déjà d'une, il y avait Yann, il y avait Selma, il fallait qu'on continue. Donc petit pas après petit pas, on a cheminé ensemble. Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple après la disparition d'Esteban?
Michael s'est fermé complètement. Tout de suite après? Oh oui, quasiment de suite après. Il a essayé de contrôler ses sentiments, donc ça se traduisait par des tremblements, il se retenait beaucoup, il ne voulait pas pleurer. Et après, oui, de suite après, plus un mur. C'est un mur de pierre. On n'arrive pas à savoir ce qu'il pense, quand il souffre, quand il souffre pas. Je ne sais pas quand il pense à Esteban. Et ensemble, on n'en parle jamais. Mais ça va jusqu'à ne pas parvenir à traduire des sentiments envers vous, à se montrer affectueux. Ouais, non, il ne parvient même pas. Non, il est devenu... des fois, on a l'impression d'être deux colocataires dans la maison. Ça devient assez compliqué, oui. Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez pensé à vous séparer. Vous diriez quoi? Que vous n'avez plus de sentiments pour lui? Non, les sentiments sont toujours là. Ils sont enfouis. Parce que du coup, je suis un peu perdue. Mais... Vous en souffrez, j'imagine, de cette distance. Ça veut dire que vous n'êtes pas indifférente. Oui, parce que je sais que c'est depuis la perte d'Esteban qu'il est comme ça. Donc je me dis que faut que je continue à me battre. Et puis pour notre famille aussi, quoi. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'aller au cimetière ensemble? Non, jamais. On y va une fois par an. À l'anniversaire d'Esteban, on fait un lâcher de ballon chaque année. C'est le seul moment où on est vraiment ensemble. Sinon, il vous arrive d'y aller seul? Et lui, il va de son côté? Lui, il va de son côté, de temps en temps, mais je le sais qu'après. En fait, vous avez dû déjà vous dire que peut-être il ne veut pas vous faire porter sa souffrance, Frédéric. Il doit y avoir quelque chose comme ça qui justifie cette distance? D'une part, et puis surtout, il est coupé il s'est coupé de ses émotions, puisque ça le coupe même de la relation, en fait. Donc, se couper de sa souffrance, il s'est coupé de tout, même du plaisir qu'il pouvait être avec Mélanie et de la relation. Donc, c'est ça qui est problématique et qui vous donne le sentiment de faire face à un mur et surtout ce sentiment d'impuissance. Donc, même s'il ne veut pas dialoguer, c'est important que vous lui disiez ça, l'impact que ça a sur vous. Et que peut-être si vous êtes à un moment donné trop dans la colère, ce qu'il peut recevoir, c'est juste votre colère. Donc, ce qui va ne faire que le fermer. Donc c'est important que vous puissiez partager ce qu'il y a derrière la colère, l'émotion derrière la colère, peut-être la tristesse de vous voir vous éloigner l'un de l'autre, de pouvoir lui dire ça, de pouvoir lui dire l'impact que ça a sur vous et peut-être de lui proposer de vous faire aider ensemble. Ça, j'avais essayé déjà, mais on a vu des psychologues séparément, on les a vus. Oui. Après, en couple, non, jamais. Je pense que ça pourrait vous aider parce que là, le fait d'avoir un tiers, ça peut vous aider à vous remettre en relation l'un avec l'autre. Donc, séparément, c'est bien aussi. Mais là, dans votre cas, je pense que ce serait important de lui proposer de... Voilà, parce que vous l'aimez, sinon vous ne seriez pas là à avoir envie de témoigner sur le sujet. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais lâché. C'est ça. Donc, ça, c'est important de lui dire... Je fais pas ça parce que je veux te pousser absolument dans tes retranchements et puis te scruter le cerveau. C'est parce que je souffre, parce que j'ai de l'amour pour toi et que je souffre de m'éloigner de toi. Donc moi, je cherche des solutions par rapport à ça. Je me vois énormément souffrir aussi. Si, j'essaie de lui en parler, de lui dire les choses, mais du coup, je n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il pense et... C'est très compliqué. Et lui doit avoir les mêmes sentiments, la même souffrance, la même peut-être colère. Et puis la situation a été vécue de manière un peu asymétrique. C'est vous qui avez trouvé votre enfant. Lui n'était pas là. Donc on voit bien que vous ne vivez pas les choses de la même manière. Donc indépendamment du fait d'être un homme ou une femme, peut-être qu'il a des sentiments ou des non-dits qu'il faudra exprimer. C'est ces non-dits qui font que vous ne dialoguez plus. Et c'est vrai que la tierce personne permettrait pour lui de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Peut-être qu'il vous en veut et ça serait... pas si anormal que ça, mais ça, il faut le sortir à un moment donné. Voilà, je l'accepterai, mais j'aimerais savoir. Oui, mais ce sont des émotions négatives qui sont difficiles à assumer. Peut-être que c'est difficile aussi pour lui de vous en vouloir, donc il préfère refouler plutôt que d'assumer le fait de vous en vouloir et de ne pas oser en parler. Possible. Donc effectivement, un tiers permet de renouer le lien. Alban, ça vous est arrivé, ça? Vous vous mettez à la place de son conjoint? Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir complètement en décalage, de ne pas oser exprimer ce que vous ressentiez? En décalage, non. Je suis
suis toujours exprimé librement. Juste, effectivement, j'ai eu un petit peu la même démarche. Pendant un mois, j'en parlais pas du tout, en fait. J'en parlais à personne, j'intériorisais tout. Et là où, on va dire, le détonateur, ça a été effectivement la crise d'angoisse. Vraiment une très grosse crise d'angoisse qu'a eu Anaïs. Et là, effectivement, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à en parler pour elle, en fait. Je voyais que ça lui faisait du bien, donc voilà, je commençais à me libérer, effectivement. Mais effectivement, pendant un mois, j'ai ruminé. Michaëla, vous dites que vous avez cheminé avec votre mari. Ça n'a pas été simple tout le temps, mais vous avez réussi à trouver un mode de lien pour vous aider mutuellement. Et puis, il y a aussi l'entourage qui compte. Vous avez pu compter sur le soutien de vos amis, des plus proches. Annabelle fait partie de ce cercle des intimes et elle a tenu à vous adresser ce petit message aujourd'hui. Bonjour Micha, bonjour à tous. Je me présente Annabelle, également maman d'un jumeau esseulé, comme on dit parfois. Ce qui m'a frappée à cette occasion, c'est de voir la force de Micha, qui parlait de son fils avec émotion, avec amour, mais aussi avec le sourire. Et ça m'a montré le chemin en quelque sorte. En la voyant, je me suis dit que c'était possible de vivre avec ou sans, selon la façon dont on voit les choses. Micha, je t'admire et je suis heureuse de t'avoir rencontré. C'est un joli témoignage. Vous diriez, Michaëla, que vous vivez avec ou sans? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je ressens beaucoup de colère, oui, plus de la colère que de la tristesse, c'est des jours sans. Et les autres jours, quand j'ai des journées, des bonnes journées normales, je dirais que je vis avec. Surtout qu'il est dans mon cœur. C'est une belle expression, ça, Anaïs. Hein, vivre avec ou vivre sans. Vous disiez tout à l'heure, vous, que vous avez réussi à remettre de la vie dans votre vie. Au bout de combien de temps? Louise est décédée 10 jours après. Je disais à Alban qu'il fallait absolument que je retombe enceinte. Alors j'étais dans un très mauvais schéma. Hein. C'était retomber enceinte pour retrouver Louise. Hein. C'était vraiment mon but. C'était avoir un enfant et retrouver Louise. C'était sûr, elle serait dans ses frères et sœurs ou ce serait elle qui reviendrait. Et Alban, je pense que il était désespéré. Il savait plus quoi faire pour m'aider, donc il a accepté. Et je suis retombée enceinte très vite. Donc, au bout de 2 mois, à une échographie, on m'a annoncé que j'attendais des jumeaux. Donc, ce qui était angoissant, c'est ce que tu disais, c'est des grossesses à risque quand même, malgré tout. Mais c'est ce qui m'a sauvée. C'est de me dire que j'allais petit à petit redonner des biberons, entendre rire, entendre pleurer et redevenir maman. Parce que j'étais devenue maman d'un ange. Mais voilà, j'allais remettre de la vie dans ma vie, et doublement. Juste une réaction de Frédéric là-dessus. Quand vous dites que c'est un mauvais schéma, parce qu'on imagine la réponse, mais quand vous dites faire un enfant tout de suite pour retrouver Louise, comment vous réagissez, Frédéric, à ça? Elle l'a très bien expliqué. Elle est bien consciente que ça pouvait être un mauvais schéma, mais à la limite, c'était son mécanisme de survie. Donc l'idée, c'est de faire face et de combler ce vide intolérable. Donc il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce qui aide les couples, la grossesse qui survient après. Ça les aide vraiment. J'ai eu de la chance, parce que la question se posait, je voulais absolument pas de fille. Ouais. Je ne voulais pas savoir ce que j'allais faire des affaires de Louise, les remettre, pas les remettre, comment j'allais l'appeler, est-ce qu'elle allait ressembler. Et dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux. Donc déjà, c'était 2, c'était pas la même grossesse. Puis des garçons. Donc tout était simplifié, on va dire, pour moi, parce que tout était complètement différent. C'est ça. Et alors, d'autant plus que vous êtes retombée enceinte très vite après la naissance de vos jumeaux. Bébé donc, surprise. Là, c'était un bébé surprise quand même. Tout à fait. Puisque là, vous deviez être un peu déjà débordée. J'étais débordée avec Julie Halsey. Et je ne l'ai pas très bien pris au début. Et puis, il y a toujours Alban, l'optimiste, qui m'a dit, si c'est une petite fille, et puis souviens-toi, tu disais à Louise qu'elle allait voir plein de frères et sœurs. Et
Et puis après ce qu'on avait vécu, voilà, c'est la plus belle chose du monde. Donc, Et là, par contre, j'étais prête à avoir une fille. Et je voulais une fille. Et j'ai eu une petite fille. Qui s'appelle Romane, qui a donc 18 jours aujourd'hui. Et je suis totalement stressée, toujours pareil. Ça, comment vous parvenez à gérer cette angoisse et ce stress? Parce que vous devez y penser sans arrêt? Tout le temps. On a installé déjà au moment des jumeaux des détecteurs de respiration, ce qui était complètement déconseillé par les médecins, puisque c'est anxiogène. Il s'est déjà déclenché alors qu'il n'y avait aucun souci avec les jumeaux pour les piles. Et je vous laisse imaginer mon état quand le détecteur s'est lancé. Néanmoins, il nous a bien aidés. Alban était contre au début et petit à petit, même lui, il me demandait toujours si je l'avais bien mis. Donc, c'est des plaques qu'on glisse sous un matelas. Et puis, ça détecte les respirations du bébé. Donc, Romane les a, les jumeaux les ont eus. Je les aurais laissés jusqu'à leurs 15 ans si j'avais pu aux jumeaux. Mais ils arrivent à les éteindre. Donc, de toute manière, ils jouent avec. Donc, on les a retirés à l'âge de 8 mois. Mais Romane dort sur le dos, dort dans sa gigoteuse, n'a pas un doudou, n'a rien du tout. Et a ses plaques. Et tant qu'elle passera pas, je pense, l'âge de Louise, ce sera très compliqué pour moi. Elle lui ressemble. Je pense qu'il faut qu'elle atteigne les 6 mois et même après. Mais les 6 mois, ça va être très compliqué, ces 6 mois-là. Et elle est née quel jour? Elle était prévue quand? Alors, la date de terme, c'était le jour du décès de Louise. Donc, j'ai demandé au médecin si on pouvait faire quelque chose, mais pour eux, ce n'était pas un motif valable pour un déclenchement. Sauf que le 16 mars, je suis tombée dans les escaliers, c'était rien de grave, mais j'ai consulté, j'ai redemandé au médecin pour être déclenchée. On m'a redit non et le lendemain, un médecin m'appelait, il me disait que pour lui, c'était un motif valable et que même psychologiquement, il fallait éviter cette date pour l'accouchement. Frédéric, là-dessus? Ah bah oui, je suis contente qu'il y ait un médecin entendu votre besoin. Et je veux rebondir sur les angoisses. C'est normal de perdre son insouciance, c'est normal d'avoir ces angoisses et je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut s'écouter. Les refouler ou se forcer à faire des choses pour justement mettre à distance ces angoisses, c'est pas la solution non plus. C'est important de les accueillir, de réguler avec son compagnon pour trouver des arrangements qui conviennent à tous les deux. Mais c'est important de prendre soin de soi. Je veux dire, on peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé et de cette souffrance. Donc, il y a les conseils de l'extérieur et puis il y a aussi s'écouter. Est-ce que vous parlez à vos enfants de Louise? Vous en parlez avec photos. Oui, mais pas en parler franchement. Parce que elle me dit oui, vous dites non alors. Non, mais c'était pas, voilà, on n'était pas dans la même direction. On montre des photos, maintenant on parlait de ce qui s'est passé. Oui, ils sont trop petits. Donc. Jamais, et souvent je me demande ce que je dirais parce que je pense que dire à un enfant que sa sœur est décédée parce qu'on l'a mis à la sieste, enfin j'ai peur de... il faudra que je trouve un moyen habile d'expliquer la chose parce que je... vais demander à Frédéric ce qu'elle en pense. Exactement, la réalité. Ce qui s'est passé, avec des mots très très simples sur le fait que ça existe, de nommer la mort inattendue du nourrisson, de dire que ça existe, que c'est leur grande sœur, elle fait partie de leur fratrie, dire les choses très simplement. Il n'y a pas à chercher, effectivement, alors après pas avec des mots hyper médicalisés, bien sûr, mais dire que ça arrive. Après, ils s'en rendent compte, on va au cimetière, je veux dire, ils vont grandir, ils vont demander ce qu'ils viennent faire là, quelles fleurs ils arrosent, donc on expliquera encore plus, mais il faudra y passer. Et ça, c'est très important, parce que redonner la vie, c'est pas nier la mort, c'est-à-dire que cette petite sœur, voilà, elle a eu une existence, vous allez au cimetière avec, elle a une place dans votre famille, et ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis toujours fascinée par le destin, et notamment par le fait que vous ayez des jumeaux après, c'est-à-dire que la vie reprend ses droits, j'allais dire quasiment doublement, et ça, c'est toujours un peu le signe positif de la vie qui reprend toujours ses droits. Et alors, dans votre cas, Michaela, c'était des jumeaux, donc ça a dû être d'autant plus compliqué pour Selma, la sœur jumelle de Ronan. Déjà, comment elle le vit, elle, et puis vous avez dû reporter un double amour sur elle. Comment ça s'est agencé, tout ça? Alors déjà, Selma, elle a vraiment changé lors du décès de Ronan. Le soir même, quand il est décédé, c'est l'air grave de Selma qui a alerté mon mari qu'il fallait qu'il aille voir Ronan. Donc c'était vraiment... elle n'était pas comme d'habitude. Mais comme si elle l'avait pressenti? Pressenti, ouais. Comme si elle avait pressenti, ouais.
Et ensuite, elle ne s'exprimait plus beaucoup. Alors qu'avant, c'était une grande gaillarde. Elle n'arrêtait pas de crier. Elle ne disait plus rien. Vous avez consulté pour elle? Directement, non. Je l'ai amenée avec moi quand moi, j'allais voir une psychologue et une psychiatre. Mais directement, pour elle, non. Est-ce qu'elle a essayé de comprendre? Est-ce qu'elle a posé des questions sur son frère? Oui, dans les jours qui ont suivi, on a été très... on en a parlé, on a dit que Ronan était mort, on avait dit que Ronan a fini de vivre. Et à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment pu l'intégrer, ils ont juste compris qu'il y avait une absence, en fait. Et que Ronan n'était plus là, d'ailleurs. Je me rappellerai toujours que Yann, il est allé chercher le bonnet de Ronan pour lui mettre quand on devait sortir. Et... enfin, bref, En tout cas, Selma, non, on n'avait pas consulté pour elle. Donc elle est devenue grave. Est-ce qu'elle a craqué? Est-ce qu'elle a eu des crises de larmes? Est-ce qu'elle a exprimé le manque de son frère? Oui, oui, oui. Encore aujourd'hui, surtout, je dirais aujourd'hui, à 7 ans, dès qu'elle est en colère contre Yann, dès qu'ils se disputent, ou même dès qu'elle s'ennuie, en fait, elle dit « J'aimerais que la magie existe pour que Ronan existe ». Et puis on lui dit que Ronan, il existe dans nos cœurs, mais qu'il n'est plus avec nous. Et elle parle... elle est persuadée qu'ils aimeraient les mêmes choses, parce que c'est son frère jumeau. Est-ce qu'il y a des conseils à lui donner à Michaela pour sa fille, justement, peut-être pour qu'elle puisse exprimer ce manque et cette absence? Elle l'exprime. Je pense que elle le dit, elle l'exprime, elle le fait exister à sa manière. Il est dans sa vie. Alors il n'est plus présent physiquement, mais il est dans sa vie et elle l'exprime. Et le seul conseil qu'on puisse donner aux parents, c'est d'accueillir, d'en parler, de proposer de regarder aussi, de faire une sorte d'arbre généalogique pour que chacun ait sa place dans cet arbre, dans cette fratrie, et d'en parler ensemble, mais le plus simplement possible et de ne pas censurer la parole. Après, l'enfant, vous savez, les enfants, il y a une créativité aussi dans la manière d'exprimer les choses. Elle l'exprime avec des dessins, elle le dit à sa mère. Pour moi, c'est important et ça manifeste pas un refoulement, voilà, par rapport à ce deuil. Et puis on l'a repris aussi parce qu'à un moment donné, elle disait que Ronan est mort parce qu'il a arrêté de respirer. Et on a dit non, Ronan n'a pas arrêté de respirer. Son corps a arrêté de respirer. Pour dire que ce n'est pas la faute à Ronan, déjà. Et que ce n'était pas la faute, voilà, c'était pas une décision de sa part. Donc son corps a arrêté de respirer, et que c'est pour ça qu'il est mort. Et vous en êtes où aujourd'hui, Michaela? Moi, je vis avec, je dirais, la plupart du temps. C'est-à-dire le mieux possible, quoi. Le mieux possible, oui. En essayant de tomber du côté positif. Voilà. Ça doit être un vrai combat quotidien, une volonté? Plus trop au quotidien, parce que les premières années, c'est vrai, c'était vraiment, vraiment très difficile. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu le soutien d'une association qui s'appelle Notre Petit. Et j'ai participé à des groupes de parole. Ma fille, d'ailleurs, elle a participé à un atelier fratrie où elle a pu justement faire un arbre généalogique, où elle a dessiné les membres de la famille, où il y avait de la place pour Ronan. Vous en avez entendu parler de cette association, Anaïs et Mélanie? On s'est déjà rencontrés dans l'association. C'est important de participer à ces groupes de parole, ça doit être aidant? Pour moi, c'était vraiment très aidant, oui. Vous le conseillez à Mélanie? Oui. Et moi, je parle beaucoup après sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai rencontré d'ailleurs, il y a 3 ans, quand j'ai perdu Esteban, une fille qui avait ouvert une page pour sa fille à elle. Et maintenant, c'est devenu une très très bonne amie et ça va être la marraine de mon 2e fils. Donc, ouais. Est-ce que vous pensez que Michael va regarder notre émission? Oui, oui, oui.
Oui, je pense qu'il va Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Michael pour rompre le silence? Moi, je fais confiance à ce qui s'est passé ici et qu'il verra qu'il peut aussi ouvrir son cœur avec ce que tu disais, c'est vrai, en disant même les émotions négatives et qu'il y a de la place pour ça et que le non-dit, c'est pire que de pouvoir partager ses émotions négatives. Merci beaucoup pour ces témoignages bouleversants. Anaïs, c'est vous que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils auront l'occasion, j'imagine, de vous poser toutes leurs questions. Merci à nos deux experts, Frédéric et Gérald. Merci au public de nous être toujours aussi fidèles. Ce week-end, Toute une histoire sera aussi dans votre version féminine. À tout de suite. Merci. Cet après-midi, nos jeunes invités viennent rendre hommage à leur grand-père ou leur grand-mère. À la mort de sa grand-mère, Martin a décidé de profiter au maximum de son grand-père. Ta grand-mère, elle est plus là. Aujourd'hui, la journée, elle est comme ça. Il pleut et on est triste. Bon, allez, mon papy, allez. La vie, elle est belle, mais elle est con. Pendant un an, le petit-fils a filmé son grand-père dans son jardin. Il passe 80% de son temps entre sa cuisine et son potager, donc je l'ai accompagné. C'était assez difficile de se réveiller tous les jours à 5-6 heures du matin, mais c'était un beau challenge. Nous découvrirons aussi les grands-parents de Paul et Alexandre, qui forment un couple mythique depuis 67 ans de vie. Et 60. Bravo, en tout cas, ça s'applaudit. 67 ans de mariage, c'est magnifique. Mais qui sont ces grands-parents que vous connaissez forcément? La réponse dans quelques minutes. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. J'avais une fausse identité qui me permettait de m'infiltrer dans les filières internationales de drogue. Mon rôle pendant 30 ans, ça a été d'infiltrer les groupes criminels. Je vais remonter les sources de vente d'armes et d'explosifs en France. Jean-Pierre et Christian ont été des agents secrets. Ma couverture, c'était soit de transporteur routier, soit banquier. Tout ça dépend de l'organisation que j'infiltrais. À cette époque-là, je voulais être un gros voyou. Et je savais faire qu'une chose, c'était voler. Donc on est passé à des cambriolages et je me retrouve en prison. Je rentrais de mission, je restais 48 heures chez moi. Ma femme me lavait mes affaires, j'avais juste à reprendre l'avion. C'est terrible, c'était une drogue. Une vie de James Bond qui laisse forcément des traces. Mon travail, c'était 90% de ma vie. J'en avais marre de ces non-dits, j'en avais marre de ces absences. Est-ce qu'ils vous en veulent? Peut-être un petit peu. C'est normal.